Bonjour et bienvenue au podcast de la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau, la table de développement social du quartier Plateau-Mont-Royal. Mon nom est Guillaume Grenon et j'animerai pour vous les épisodes de ce nouveau projet de podcast de quartier. Bonjour à tous, bienvenue à ce 10e et dernier épisode de la saison 1 du podcast du Grand Plateau. Je rappelle que la saison 1 était un projet pilote pour nous à la table de quartier. Aussi, je suis bien heureux de pouvoir annoncer que nous avons pris la décision d'aller de l'avant avec ce projet-là pour l'amener à un autre niveau, donc notamment avec l'acquisition de matériel audio spécifiquement conçu pour enregistrer des balados, ce qui devrait normalement grandement améliorer la qualité audio des futures émissions du projet podcast. Par ailleurs, pour l'émission d'aujourd'hui, on a la chance de mettre à l'essai le nouveau matériel et je suis bien heureux pour faire ça de recevoir dans les bureaux de la CDC l'équipe de la puce ressources informatiques. Donc, on va aborder ensemble aujourd'hui les enjeux de la fracture numérique, la réponse de l'organisme à ces enjeux-là et aussi les perspectives de ce qu'on appelle la littératie numérique. Pour aborder ces sujets, nous recevons Marie-Alide Garcia, directrice générale, Soulma Martinez, directrice de la formation, et Salah Fatoulou, chargée de projet au programme préparatoire à l'emploi. Bonjour mesdames, comment ça va? Merci. Oui, bonjour. Bonjour Guillaume, ça va très bien, merci. Super. Donc, pour débuter la discussion, j'aimerais qu'on prenne le temps de présenter la puce ressources informatiques. Peut-être me tourner vers Marie-Alide. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la puce? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Merci Guillaume. D'ailleurs, on est très heureuse de pouvoir être là aujourd'hui puis profiter de ces beaux matériels pour démarrer ou finir pour toi la première séance puis démarrer, faire le premier pas pour démarrer la prochaine session. Ça va être vraiment bien. Donc, on est content d'être là avec toi. Et la puce ressources informatiques, c'est un organisme communautaire et charitable qui vise l'appropriation des nouvelles technologies. On se tourne vers la population, les particuliers et les organismes communautaires pour les aider à surmonter les difficultés au niveau des blocages ou des difficultés au niveau de l'accès à la technologie puis l'utilisation adéquate des nouvelles technologies. La puce ressources informatiques existe depuis 37 ans. Puis l'organisme a été fondé par 3 femmes. Au début, le public était plutôt les femmes. On voulait donner accès aux femmes aux nouvelles technologies. C'était des femmes qui étaient éloignées du marché du travail, puis on voulait leur donner l'accessibilité. Puis les organismes communautaires ont toujours été la clientèle cible de la puce, ce qui a perduré dans le temps. Et 10 ans plus tard, les personnes qui ont fondé l'organisme ont créé une coopérative de travailleurs qui s'appelle la puce, la coop ressources informatiques. Puis la coop venait un peu compléter les services qu'offrait la puce au début. Parce que la puce, le service de la puce, c'est plutôt offrir de la formation en littératie numérique, en bureautique pour la population et les organismes communautaires. Et la coop offre plutôt, c'est comme un guichet technologique, un accompagnement technique pour les organismes communautaires. Donc, la coop est venue compléter ces services-là. Et depuis, on travaille en partenariat, mais on est 2 organisations distinctes qui travaillent dans le but d'accompagner les organismes communautaires dans le virage numérique.
Et la puce particulièrement aussi met l'accent sur les individus, la population. Donc on a aussi un programme préparatoire à l'emploi qui fait partie dès le début de la puce et qu'on continue à garder jusqu'à aujourd'hui. Donc, on offre l'accompagnement aux personnes qui sont à la recherche d'emploi pour qu'ils s'intègrent au marché du travail. Puis, on offre toutes sortes de formations, des formations de base en bureautique, en littératie numérique, l'accompagnement pour les personnes qui n'ont jamais touché un ordinateur, par exemple, mais on va aussi plus loin avec des formations sur la communication, sur le numérique. Sur les outils de collaboration dont on parle beaucoup depuis le début de la pandémie. Également, toutes les formations qui sont en lien avec les communications comme Facebook, les réseaux sociaux, l'utilisation adéquate des réseaux sociaux pour, surtout pour les organismes communautaires qui sont un peu plus éloignés de ces nouvelles technologies ou ces nouvelles utilisations en bénéfice de justement la communication des organismes communautaires. Moi, je dois dire, je trouve ça vraiment intéressant là, de vous recevoir aujourd'hui. Il faut dire pour les auditeurs que la puce est devenue membre de la table de quartier il y a quoi, environ un an et demi, peut-être au cours de l'année dernière. Donc, si, tu peux me corriger si je me trompe, mais je crois que c'est que vous êtes arrivé dans le quartier, c'était pas le cas avant. Et on n'a pas eu le temps d'en discuter avant l'émission d'aujourd'hui, mais moi, j'ai fait ma maîtrise sur tout l'aspect du transfert de connaissances, notamment avec la littératie numérique. On est en fait un stage au ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle quand même beaucoup. Et donc, de ce que tu me dis, je comprends qu'il y a encore l'aspect de l'accompagnement, de l'aide vers soit l'accès ou le retour vers le marché de l'emploi qui était là dès l'essence même de la création de l'organisme, là, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que Salah, elle pourra en parler un peu plus en détail de ces volets-là. Mais c'est vrai qu'une grosse partie de notre travail est centrée sur l'accompagnement des individus qui sont à la recherche d'emploi. Et je pense que la pandémie, ça n'a fait que mettre en évidence que le rattrapage à faire est énorme. Puis que les organismes communautaires aussi ont un rattrapage important à faire. Puis nous, on est vraiment heureux de savoir qu'on a été le seul organisme communautaire qui, en début de pandémie, on a pu continuer à offrir le service du programme préparatoire à l'emploi, puis qu'on a été capable de passer assez rapidement à une formule à distance et hybride pour accompagner ces personnes-là dans la recherche d'emploi. Puis on a aussi changé tout notre contenu quand même d'une façon assez importante pour adapter. Aujourd'hui, on parle plus d'un programme préparatoire à l'emploi pour le travail en télétravail, pour le travail hybride. Donc, les personnes qui viennent vers nous pour s'inscrire à une formation vont pouvoir avoir accès à des formations qui vont les préparer à la fois pour revenir au marché du travail, mais pour revenir à un marché de travail qui est différent de celui qu'on avait il y a un an. Donc, ça, c'est aussi un gros coup qu'on a eu. C'est grâce à notre expertise puis à notre façon de pouvoir s'adapter rapidement au changement. Et ça, vous l'avez senti, c'est un accroissement de la demande pour ce besoin-là, pour un milieu du travail changeant? Je dirais qu'à l'époque, puis peut-être Salah qui était là avec moi, mais pourra compléter la réponse, mais à l'époque, j'étais directrice de la formation. Puis quand on est tombé en pandémie, en voyant l'ampleur de on ne savait pas c'était quoi, mais on sentait que c'était énorme. On ne pouvait pas imaginer à quel point c'était énorme, mais on sentait que ça allait durer quand même. Et on avait déjà l'idée d'offrir des formations à distance. On avait ces projets-là depuis mon arrivée à l'organisme il y a 4 ans. Donc, on avait déjà commencé à faire des petits essais d'offrir des formations à distance. Puis, quand la pandémie, on est parti, je me rappelle, un jeudi, un vendredi, on doit rester chez nous, tout ça.
Je passais mon week-end à explorer Zoom, puis lundi matin, on était déjà, bon, je pense qu'il va falloir qu'on continue. On ne peut pas s'arrêter parce que nos services sont essentiels à la population, justement, qui n'a pas les moyens de s'en sortir, qui n'a pas le moyen de participer à une société parce qu'ils sont éloignés de la technologie. Il faut quand même aider les organismes communautaires qui sont eux qui viennent en aide de ces personnes-là. Donc, on a commencé rapidement à tester comment on pouvait transformer notre formation à des formations à distance, dans la peur de l'inconnu, dans la peur de est-ce que ça va être bien reçu, est-ce que ça va bien marcher, est-ce qu'on serait capable, est-ce qu'on va faire des erreurs, est-ce qu'on va... Donc, on a testé, je pense le premier mois, ça a été beaucoup de tests. On a fait même des formations gratuites avec des organismes qui sont plus des organismes amis, si on veut, ou plus proches. On disait, bon, OK, vous avez besoin de telle formation, on va l'essayer, on va la tester, on va donner les commentaires. OK, on l'adapte. OK, ça a bien marché, ça n'a pas marché, certaines choses. Puis, c'est comme ça que au bout de 2 mois, on était déjà en train de offrir la formation pour le programme préparatoire à l'emploi. Je ne sais pas, Salah, si tu pourrais peut-être compléter aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça a été une période assez... où il a fallu réagir assez rapidement. Parce qu'en fait, au niveau du programme préparatoire à l'emploi, je dirais qu'on n'a pas vraiment arrêté. Tout ce que Marie-Alise explique, en fait, c'est qu'on a appris à marcher en marchant. Donc, ce qu'on remarque beaucoup au niveau du programme préparatoire à l'emploi hors pandémie, c'est que les personnes vivent de l'isolement, ont une peur vraiment très, très, très importante de l'ordinateur en tant que tel. Je me souviens d'une participante qui dit « Ah, je vais enfin arriver à maîtriser la bête ». Donc, nous, on s'adresse au niveau du programme préparatoire à l'emploi, surtout à des personnes qui ont fin trentaine, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc, c'est vrai que ce n'était pas nécessairement intégré au niveau professionnel pour eux. Et c'est vrai que quand la pandémie est arrivée, l'idée, ça a été d'éviter que les personnes soient dans l'isolement. Parce que même les personnes qui maîtrisent tout ce qui est littératie numérique, les nouvelles technologies, se sont retrouvées dans une période assez troublante, perturbante, questionnante. Mais nous, au niveau des participants, on voulait vraiment éviter qu'ils se retrouvent seuls, complètement isolés. Des fois, ils n'ont pas accès à leur famille, ils n'ont pas d'amis, ils sont vraiment seuls. Donc, on a vraiment... donner notre 110% et plus pour faire en sorte que justement les participants puissent continuer le programme et puissent continuer en fait malgré le contexte à apprendre et puis surtout à maintenir du lien, parce que c'est pas juste, et c'est ce qui est intéressant je trouve au niveau de la puce, c'est pas juste des formations, c'est pas juste se préparer à retourner sur le marché du travail, il y a aussi cette idée de maintenir du lien, et vraiment on a été agréablement surpris que oui on a utilisé Zoom, mais les gens avaient hâte de se connecter, avaient hâte de pouvoir se voir. Il y avait une entraide. Donc, ce qui était déjà là, présent quand on était en salle, se maintenait. Et ça a été vraiment, je trouve, c'est l'essence de la puce. Il y a quelque chose là qui fait que, quelles que soient les circonstances, le lien, ce qu'on arrive à créer avec les gens, et puis, c'est sûr qu'on travaille sur réduire la fracture numérique, mais il y a un lien, il y a quelque chose d'humain qui se fait. Donc, la machine n'est pas le centre. Ce qui est le centre, c'est vraiment les personnes, parce qu'en fait, un ordinateur, c'est vraiment juste un outil. D'ailleurs, je parlais tantôt que vous êtes arrivé, la puce, dans le quartier Plateau-Montréal au courant de l'année dernière. Est-ce que, je me souviens plus, vous étiez situé où avant? Est-ce que c'est beaucoup les mêmes personnes? Est-ce que vous aviez déjà une vocation, je ne sais pas, régionale? Est-ce que ça a changé, soit le profil ou la proximité des gens? Est-ce que c'est plus Plateau-Mont-Royal maintenant? Ou si c'est à distance, est-ce que ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là, le déménagement? On était dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. On était dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, puis notre vocation, c'est régional, donc c'est le Grand Montréal. C'est vrai que notre clientèle, on a fait une analyse quand on cherchait un endroit
pour acheter un immeuble. Et on s'était dit qu'on est arrivé à la conclusion que notre clientèle venait un peu de partout. C'est sûr que pour les programmes préparatoires à l'emploi, ça dépend, dépendamment de où on est situé, peut-être que les conseillères en emploi vont peut-être référer les personnes qui sont un peu plus proches, mais c'est assez relatif parce que notre programme est assez particulier que il y a des personnes qui viennent de loin pour notre programme. Donc, ce n'était pas nécessairement les personnes du quartier Hochelaga-Maisonneuve qui venaient à l'organisation. Donc, on a essayé de trouver un endroit plus central, si on veut, qui nous permettrait de rejoindre toute la clientèle qu'on avait, qui venait déjà de partout. Puis oui, effectivement, c'est intéressant ce qu'a dit Salah tout à l'heure parce qu'on a fait tout ça en plein déménagement. C'est ça aussi c'est quand même fou, hein, mais quand on dit, et puis on a déjà dit à plusieurs endroits, puis plusieurs voix du milieu communautaire parlent de l'engagement communautaire en pleine crise. C'est vrai que nous, quand on se met à regarder en arrière, là, on dit waouh, ça a été vraiment fantastique. Puis l'engagement a été vraiment à 200%. Parce qu'on est arrivé au plateau Mont-Royal au mois d'août. Puis on était en pleine pandémie. Donc voilà, on a la difficulté vraiment à saisir tout ce qu'on a fait, les modifications, les aménagements dans nos locaux et tout. Nous, de notre côté, ça nous a aidés parce que ça nous a permis, comme on était en ligne, à distance, ben, ça nous a permis aussi d'aménager nos locaux, puis on continue encore à faire des travaux d'aménagement dans nos locaux. Mais avec l'engagement de toute l'équipe, c'est vraiment assez impressionnant. Je pense qu'on a une force communautaire et puis ça se voit, on le sent dans notre organisation, effectivement. Donc, ça a aidé, je pense, le fait qu'on est au plateau Mont-Royal. Puis c'est pour ça qu'on est content aussi aujourd'hui d'être avec toi, puis de faire partie de la CDC, parce que il y a beaucoup d'organismes de la CDC qui connaissaient déjà la puce, mais qui ne savaient pas que la puce était maintenant plus proche dans les quartiers. Donc, ça nous permet aussi de nous rapprocher, puis d'offrir des services à la population du quartier Mont-Royal. Oui, super. Puis on a hâte, nous aussi, à l'équipe de la CDC de se retrouver en assemblée, en présentiel aussi, notamment. Je pense que ça aussi, ça va aider à tisser les liens ou les renforcer, etc. Mais c'est quand même un gros défi là, d'avoir déménagé dans la pandémie. Tout ça, félicitations. Ouais. Il y a de quoi être fier quand même de ce que vous avez réalisé. La question, est-ce qu'on le référait? Ça, je ne sais pas. Mais... il y a bien des choses qu'on aimerait ne plus avoir besoin de faire là, durant la pandémie ou dans notre future vague. On va se croiser les doigts pour le futur. Pour revenir un peu à la discussion, j'aimerais aborder maintenant les enjeux de la fracture numérique, si vous le voulez bien. Donc, la notion de fracture, elle peut prendre forme là, sous plusieurs angles. On peut observer une fracture en termes de littératie numérique. On peut observer aussi une fracture en termes d'inégalité d'accès au matériel informatique ou encore une inégalité d'accès aux services d'abonnement à Internet, par exemple. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu là, du phénomène de la fracture numérique? Bon, moi, je pense que la fracture numérique, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est accentué, puis c'est mis vraiment en relevance. Là, vraiment, on voit les besoins des gens au niveau de l'accès, c'est-à-dire vraiment les gens qui n'ont même pas un ordinateur ou vraiment une tablette pour communiquer. Et vraiment ce niveau-là au niveau de l'accessibilité. Donc je pense que la fracture numérique à ce niveau-là, elle est accentuée depuis la pandémie. Puis je pense que la puce a essayé aussi à travers différents partenaires comme ERA à accéder à du matériel pour donner l'accès. Aussi, on va aller rejoindre ce besoin-là avec notre espace libre, de pratique libre, où on veut donner l'accès aux gens
à l'Internet, bien sûr, mais aussi aux outils numériques. Le deuxième aspect, c'est bien sûr la littératie numérique, donc plutôt la formation, mais aussi, je pense qu'on voit une fracture numérique qui est, on pourrait la définir comme une fracture numérique pour des personnes, des citoyens vraiment qui sont à la base, donc qui ne connaissent pas du tout comment ouvrir un ordinateur, comment allumer la tablette. Et on a eu un projet qui était vraiment très disant, c'était avec l'organisation Parkinson Montréal, qui, ce qu'on voulait faire, c'était un projet pour que les aidants de ces personnes qui sont en maladie puissent accéder aux outils, puis qu'ils puissent accéder aussi aux services de l'organisme Parkinson Montréal. Et c'était vraiment un enjeu des fractures numériques parce que les gens ne savaient même pas comment ouvrir, comment utiliser une tablette, comment connecter les écouteurs à la tablette, comment rejoindre une formation sur Zoom. Donc, c'est vraiment la littératie numérique. Là, vraiment, on est dans l'accompagnement au téléphone. Puis, au téléphone, c'est vraiment difficile. À cause de la pandémie, on ne pouvait pas non plus rejoindre ces personnes-là physiquement en présentiel pour leur montrer comment faire. Donc, la fracture numérique, je pense que la pandémie a dévoilé un besoin de base. C'est vraiment un besoin de base, c'est un besoin essentiel. Et je pense que la mission de la puce, donc, elle devient assez indispensable. C'est vraiment indispensable dans la vie des gens. Et c'est vraiment dans ces deux aspects-là que je pense qu'on rejoint vraiment la définition de la fracture numérique et puis tous les efforts qu'on met là-dedans. J'ai parlé qu'il y avait deux niveaux. Une que je trouvais que c'était vraiment la base. Et aussi, il y a un niveau, disons, pour les personnes qui sont en emploi, mais qui ne connaissent pas beaucoup des nouveaux outils qui sont développés. Puis là, on parle vraiment du virage numérique. Donc, le fait de travailler à la maison, le fait de, je ne sais pas, avoir deux écrans et les savoir connecter. C'est tout ça que les gens commencent à développer aussi. Puis que la puce a commencé aussi à faire, à donner, à aider à réduire cette fracture numérique qui est vraiment dans le sens de la connaissance. Puis l'utilisation, par exemple, de Microsoft 365, qui est devenu un acteur d'accompagnement pour les organismes communautaires, puis tout le monde doit commencer à aller voir comment ça fonctionne OneNote, comment ça fonctionne SharePoint, qu'est-ce que c'est OneDrive. Donc, plein de questions qui se posent, puis qui n'ont pas de réponse, puis qui sont vraiment importantes pour le maintien à l'emploi. Donc, là aussi, je parlais de deux niveaux, au niveau de la formation ou de l'accès à cette littératie numérique-là qu'on est tous en train de développer puis de vivre comme société. Oui, on l'a bien senti à quel point cette crise de la pandémie-là, elle est venue exacerber ce caractère essentiel-là d'accès, non seulement d'accès, mais de connaissances, je dirais, techniques, qu'elles soient de base pour certaines personnes ou un petit peu plus poussées pour les personnes dans le milieu du travail. Puis, dans la même perspective, là, donc, je me demandais comment la fracture numérique s'observe au quotidien, dans votre travail, comment est-ce qu'elle touche les gens qui se présentent, disons, à la puce. Est-ce que les gens qui se présentent à la puce, c'est principalement les personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour le niveau de base ou pour le niveau, par exemple, tu donnes un exemple d'un truc qui a été fait avec un organisme, donc comment les gens se tournent vers vous, comment est-ce qu'ils vous connaissent, Je pense que la visibilité de la puce, elle a grandi énormément après la pandémie et les gens nous trouvent. Et là, je vais parler, par exemple, l'insertion à l'emploi, c'est important. Et la commission, la CNESST, la commission des normes d'équité salariale, et eux, c'est vraiment, on a plusieurs personnes qui sont accompagnées par la CNSST pour réintégrer le marché de l'emploi parce qu'ils ont vécu des accidents dans leur emploi actuel. Donc là, ils doivent vraiment se réinsérer, ils doivent changer
des chemins. Puis là, il y a vraiment un virage vers le numérique parce que et c'est assez souvent les postes en bureautique qui vont vraiment leur permettre de s'intégrer à l'emploi. Donc là, on va trouver des clients ou des personnes qui sont loin des technologies. On va parler par exemple d'un préposé dans un hôpital qui se blesse, puis qui connaît vraiment pas beaucoup l'ordinateur, qu'il l'utilise pas, parce que c'est peut-être pas qu'ils connaissent pas, mais qu'ils l'utilisent pas, puis c'est vraiment l'utilisation ce qui fait que la personne puisse développer des compétences. Donc la personne, elle va venir, on va accompagner cette personne-là dans des parcours je pourrais dire même une centaine d'heures d'accompagnement en individuel. Donc pour voir un petit changement, parce que c'est pas avec une centaine d'heures que la personne va devenir autonome avec l'utilisation de Word ou d'Excel. Donc là, on a vu que cette clientèle-là, elle a grandi à la puce. Donc on voit de plus en plus les besoins d'un accompagnement individuel. Donc c'est sûr que, surtout au début de la pandémie, on a accompagné beaucoup les groupes, les organismes communautaires. Ça a grandi aussi. Parce qu'il y a les virages numériques et tout le monde doit comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a fait des accompagnements en groupe, beaucoup. Mais je dirais que maintenant, il y a un petit changement et on les sent plus vers l'individuel. Donc, les gens, ils commencent à utiliser pas mal, mais on voit plusieurs niveaux dans les groupes et il y a un besoin que les gens soient accompagnés au niveau individuel pour pouvoir bien utiliser les outils, bien faire leur travail et bien s'adapter aux niveaux conditions, même l'hybride. L'hybride, on parle de plus en plus, puis c'est une autre façon de travailler où le numérique a une place assez importante aussi. Donc, c'est plutôt, je dirais qu'on accompagne l'individu, on accompagne les groupes. Et puis, comme on dit, les PPE, c'est plutôt les programmes préparatoires à l'emploi, c'est plutôt les individus aussi. Et on accompagne les personnes âgées, puis qui assez souvent sont très loin aussi de l'utilisation des technologies. Donc, on est très, très demandé. Vraiment, la demande, elle est... Je pense qu'elle a grandi beaucoup. Moi vraiment, j'arrête pas. C'est vraiment une derrière autre. Donc, c'est assez, comment dire, assez demandant, disons. Ouais. Puis, au niveau de la réponse, là, on vient de parler beaucoup des enjeux, là, et au niveau de la réponse de la puce à ces enjeux-là, donc comment est-ce que la puce arrive à répondre aux enjeux? J'imagine que vous avez des programmes puis des projets spécifiques. Moi, je pense que la réalité de la pandémie, c'est que malheureusement, malgré tous nos efforts, malgré tout notre programme, et malgré tout notre engagement, on ne peut pas répondre à tous les enjeux de la fracture numérique parce que la pandémie n'a fait que augmenter la richesse chez les riches, puis augmenter la pauvreté chez les pauvres. Je m'explique. Les personnes qui, avant la pandémie, avaient accès à la technologie, à l'ordinateur, à l'Internet haute vitesse, etc., puis qui gagnaient, puis qui avaient un bon emploi, ont passé rapidement au télétravail. Sa vie n'a pas été bousculée. Ils ont peut-être changé une maison, acheté une maison plus grande pour avoir accès à une piscine pendant... Donc, tout s'est passé dans une relative calme. Oui, le stress, oui, la maladie, la pandémie, on ne veut pas attraper, etc. Mais les personnes qui vivaient dans une 3,5, qui n'avaient pas accès à Internet, qui n'avaient pas accès à un ordinateur, qui avaient accès juste à un téléphone cellulaire, puis qui n'avaient pas d'emploi, bien, avec la pandémie, se sont retrouvés encore plus dans la pauvreté, dans l'isolement. Puis nous, on ne pouvait pas forcément aider ces personnes-là parce que ces personnes-là nous appelaient, on avait des appels, et des personnes aînées, par exemple, qui nous appelaient,
je peux pas, est-ce que je peux venir chez vous pour me connecter? Ben, on ne pouvait pas, les aînés ne pouvaient pas sortir, on ne pouvait pas les accueillir, on ne pouvait pas mettre ces clientèles en risque. Mais ces personnes-là existaient quelque part. Puis on ne pouvait pas les aider. C'est frustrant en même temps. On a aidé beaucoup de personnes, on a aidé beaucoup d'organismes, mais il y a des personnes qu'on ne pouvait pas aider. Puis le gouvernement, je pense, a fait beaucoup de choses pour aider les organismes communautaires, puis il a créé beaucoup de programmes, tout ça. Mais je pense qu'il y a, au début, dans ta question, dans ton avant-dernière question, tu parlais des enjeux de connectivité, Internet, matériel informatique. Mais c'est qu'on peut bien vouloir aider quelqu'un, mais si la personne n'est pas connectée à Internet, n'a pas une tablette, n'a pas un ordinateur, puis ne connaît pas l'outil, tu pars de très très loin. Donc tu peux tout faire, mais en même temps, tu peux pas aider. Donc, c'est une frustration. Pour nous, ça a été une frustration parce que toutes ces personnes-là qui étaient en attente de recevoir de l'accompagnement, de l'aide, bien, si ces personnes n'avaient pas accès à un ordinateur, à une tablette, on ne pouvait même pas les aider. Donc, c'est frustrant. Et puis, je pense que le gouvernement doit quand même offrir plus d'accès au matériel, à la connectivité, aux services, pas juste aux formations. On a eu beaucoup d'organismes communautaires qu'on a aidés grâce au programme PACME du gouvernement pour aider les organisations, puis on a donné beaucoup de formations, mais les individus, les personnes qui étaient isolées chez eux, ne pouvaient pas avoir accès à ça. T'sais, entre la PCE, puis se nourrir, puis s'acheter une tablette, je pense que le choix est assez évident. Puis nous, on ne pouvait pas aller plus loin non plus. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là, encore. Mais effectivement, pour les bons coups, ben, on a beaucoup aidé les organismes communautaires à passer, à faire la transition au télétravail pour qu'eux, eux continuent à offrir les services essentiels pour la population. Puis, on a continué à aider les personnes qui étaient à la recherche d'emploi. On a trouvé des ordinateurs à prêter à ces personnes-là pour qu'ils puissent, ceux qui avaient connexion Internet, ont continué à faire la formation chez eux à distance. Puis, ces personnes-là qui n'avaient pas accès à Internet, on les a conditionnés en local avec la distanciation pour qu'ils puissent suivre la formation à la puce. Puis, on a trouvé des ordinateurs pour tout le monde. Mais ça n'a pas été un financement qui venait d'ailleurs. Ça a été vraiment avec notre matériel, des réacconditionnements qu'on a fait aussi grâce au programme avec l'organisation ERA qui nous a aidés à trouver du matériel informatique pour une organisation qu'on a aidée il n'y a pas longtemps au Maroc. On est allé apporter des ordinateurs à cette organisation-là. Donc, oui, on peut faire des interventions à ce niveau-là, puis on peut beaucoup faire, mais je pense que les outils de base, accès à Internet, un outil informatique, ça, il faut que ça vienne de quelque part. On ne peut pas tout faire. Ça me fait penser dans mon ancien poste occupé à un autre emploi, parce que j'étais beaucoup plus dans la lutte contre la pauvreté. Il y avait une analogie que j'aimais beaucoup, qui était celle de l'échelle et duquel les barreaux les plus à la base là, de l'échelle étaient manquants, ce qui empêchait les gens, en fait, de réussir à agripper les barreaux, leur permettant de se hisser et de remonter la pente ou le mur, là, ou peu importe l'analogie qu'on veut faire. Puis c'est problématique. Et ce que tu disais abonde un peu dans le même sens avec l'accès au matériel informatique ou des trucs comme ça. Puis avec la pandémie, c'est ça. Les gens avaient besoin il y avait besoin des outils informatiques pour pouvoir avoir accès à de l'aide ou de l'information. Les gens qui en avaient le plus de besoin, du moins certains d'entre eux, n'avaient même pas accès. Effectivement, c'est super problématique. Et sinon, au niveau je vous lance un peu sur la question des programmes ou des projets spécifiques.
il y a des années, avec le financement du gouvernement du Québec, on avait le programme Citoyenne aînée branchée. C'est un programme qui a une durée spécifique, qui s'est terminé. Puis après ça, ben, on a déposé pour un autre projet, puis on n'a pas eu la subvention. Là. C'est la réalité des organismes communautaires. On travaille toujours par projet. Et l'année dernière, on a déposé encore un projet qui s'appelle Alphabétique Action, qui a toujours le même principe, le même objectif d'aider les personnes de 50 ans et plus qui n'ont pas accès à la technologie, à devenir compétents dans l'utilisation des bases. Donc, on a eu ce projet-là qu'on a commencé à mettre en place à partir du mois de mars 2020. Donc, c'est le programme Alphabétique Action. Ces programmes-là, c'est gratuit. La première chose, c'est gratuit pour les personnes de 50 ans et plus. Les animateurs de ces projets-là, ce sont des jeunes. Normalement, ce sont des jeunes qui sont compétents en littératie numérique. Donc, il y a un volet intergénérationnel qui est très intéressant dans le projet parce que ça permet aux personnes plus âgées, on ne va pas dire que les personnes de 50 ans sont âgées, mais qui sont des adultes et qui, normalement, ce sont des personnes qui sont isolées aussi, de se rencontrer avec des jeunes qui les aident à surmonter la peur, les stress de l'utilisation numérique, des gens très patients qui ont le désir de partager leurs connaissances, mais aussi le désir d'être à l'écoute, puis d'apprendre aussi des personnes qui ont une vision, une culture différente, des notions, des apprentissages différents de la vie. Donc, c'est assez intéressant. Moi, quand je parle avec les gens qui participent à ces projets-là, je les vois toujours dans la joie d'aider cette personne-là, de recevoir des cadeaux, des petits cadeaux, un chocolat, une lettre, des mots. C'est assez gratifiant parce que on est vraiment dans le quotidien. Je suis jalouse à chaque fois qu'ils me disent « Ah, j'ai eu ta... » Parce que quand on est à la direction, on n'est pas dans le quotidien, malgré qu'on essaye un peu se balader dans les locaux et tout. Mais ce que j'essaie de dire par ça, c'est que c'est vraiment un programme qui fait toute une différence dans la vie quotidienne des personnes qui viennent... Puis qu'on apprend vraiment la base de la littératie numérique. Comment faire des achats sécuritaires sur Internet, comment télécharger des applications sur le tablette, comment créer une adresse courriel, comment faire attention aux aspects de sécurité de base sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation des mots de passe, comment créer un mot de passe sécuritaire. Donc, puis surtout, je dirais beaucoup de pédagogie d'enlever la peur aussi face à l'inconnu. Donc, on travaille, c'est ça notre quotidien avec ces projets-là. Puis, on a aussi un programme financé par le gouvernement fédéral qui s'appelle le numérique en toute sérénité. Encore une fois, la clientèle, ce sont les personnes de 50 ans et plus, qu'on veut accompagner, mais cette fois-ci avec des formations ou plus des conférences des groupes, dans des ateliers des groupes pour ces clientèles-là où on a des thèmes spécifiques. Ça, c'est un projet qu'on est en train de préparer. On est en train de créer et développer le matériel pédagogique. Puis ça va commencer à se concrétiser par les ateliers le mois de septembre de cette année. Avec des conférences, avec des contenus très spécifiques sur la sécurité informatique, sur l'utilisation adéquate des réseaux sociaux, sur la cyberintimidation. C'est un peu en fonction de leurs besoins, des besoins de personnes parce que c'est avec la participation justement des personnes de 50 ans et plus. Donc, on a des partenaires du milieu communautaire qui sont engagés dans le projet. Et puis, dans cette programme-là, c'est plus de formation ou des ateliers plutôt, des ateliers des groupes. Alphabétique Action, c'est surtout un accompagnement en individuel, vraiment pour briser
le décalage entre les compétences numériques des personnes qui n'ont pas accès à Internet et à l'ordinateur. Très bien. Puis j'avais noté aussi en faisant un peu mes recherches, test d'évaluation et certification de TOSA, l'espace pratique libre, le PPE, nouvelle formule. C'est tous des projets également chez vous qui répondent un peu aux mêmes objectifs? En fait, je pense que tous les projets vont vraiment aller vers la mission de la puce. Vraiment, tous, ce qu'ils veulent, c'est vraiment l'inclusion numérique, toutes les personnes puissent être incluses dans cette société qui est de plus en plus numérique. Donc, les tests TOSA, c'est des tests adaptatifs. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que nos participants ou les personnes qui sont intéressées à faire les formations à la puce, surtout des formations qui sont plus sur mesure, puissent faire les tests TOSA au début pour qu'on puisse vraiment déterminer les bons parcours que la personne doit suivre pour augmenter ses compétences. Donc, c'est des tests qui sont reconnus dans plusieurs pays. Et le Canada, il est parmi ces pays-là. Puis, de plus en plus, c'est des tests qui sont utilisés par les gouvernements et aussi beaucoup pour les recrutements. Donc, on est devenu un centre agréé pour faire les tests TOSA à Montréal. Et les tests TOSA sont des tests sur différents logiciels. Donc, il y a comme 3 catégories. Il y a la catégorie bureautique, la catégorie digitale, puis il y a une catégorie de recrutement aussi. La catégorie code, programmation, mais là, nous, on n'est pas vraiment là-dedans. Donc, nous, on utilise beaucoup les tests TOSA, que c'est plutôt bureautique et aussi recrutement. Donc, l'idée, c'est vraiment que ces tests-là nous permet de bien établir ou bien faire les diagnostics de la réalité actuelle de la personne pour pouvoir leur donner un parcours qui est adapté à leurs besoins. Et donc ça, on vient vraiment de commencer la mise en place, ça fait 3 mois. Et on avance petit à petit, c'est sûr, et c'est un test qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle parce que vraiment, ils vont adapter tous les questions. Il n'y a pas 2 tests TOSA égales. Donc, les questions vont s'adapter vraiment à la connaissance de la personne, puis c'est des tests adaptatifs qui vont fournir un rapport assez complet des compétences actuelles et des compétences à aller chercher. Et puis, l'espace de pratique libre, donc c'est ce qu'on veut avec ça, c'est vraiment réduire la fracture numérique au niveau de l'accessibilité et aussi au niveau de la connaissance, disons, de l'accès à l'information. Donc, surtout maintenant qu'on peut recommencer le présentiel un petit peu plus, donc on va ouvrir notre espace. Et on l'a adapté et on a travaillé vraiment fort aussi pour adapter ça dans un espace libre où on peut avoir 4 personnes qui vont pouvoir venir se pratiquer, venir utiliser un laptop, utiliser une tablette, puis commencer à... cet espace de pratique libre-là, il va compléter aussi nos projets, comme les projets Alphabétique Action. Donc, les personnes aînées qui ont accès à 6 ateliers pour pouvoir accéder aux différentes connaissances, ils vont pouvoir venir se pratiquer dans cet espace-là. On aimerait aussi avoir un animateur qui va accompagner l'espace de pratique libre une fois par semaine, qui puisse être là et pour résoudre certaines questions. Et on travaille aussi pour la rentrée aussi une programmation gratuite dans laquelle donc, les personnes vont pouvoir venir dans cet espace pratique libre-là et à la fin, les vendredis de l'espace pratique libre, avoir un atelier de groupe ou avec des conférences qui vont venir comme compléter ce qui est Nouveaux Horizons ou font partie de ces programmes-là de Nouveaux Horizons. Donc, c'est vraiment un ensemble. Tout est interlié, tout est vraiment pour réduire la fracture numérique et aller vers l'inclusion sociale. Et si je peux me permettre d'ajouter sur le PPE, le programme préparatoire à l'emploi, c'est un programme en fait qui est subventionné par Emploi Québec. C'est un programme gratuit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, au niveau de la puce, une approche très
holistique dans le sens où, oui, c'est un programme de 511 heures, hein, donc c'est quand même assez soutenu. On est l'un des seuls à Montréal à offrir un tel projet. C'est vraiment un projet qui permet à la fois de toucher, oui, à toutes les compétences numériques, mais aussi au développement personnel et professionnel, à tout ce qui est la recherche d'emploi. Il y a un stage. Donc vraiment, c'est comment la personne va pouvoir aussi s'approprier une certaine culture numérique. Il y a vraiment cette idée-là dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Donc ça, c'est depuis le commencement, en fait, au niveau de la puce, qu'il y a ce genre de programme qui se renouvelle d'année en année. Et notamment avec la pandémie, ce qu'on met vraiment en place, c'est que les personnes puissent aussi être capables, si elles sont appelées à faire des entrevues par Zoom, si elles sont appelées également à faire du télétravail, à être également outillées. Donc au niveau de la puce, on se renouvelle en permanence pour permettre aux personnes d'avoir pas seulement l'acquisition de la connaissance d'un logiciel, mais avoir une culture numérique, vraiment un ensemble par rapport à ça, comme disait Zulma, pour vraiment dans tout projet, réduire vraiment cette fracture numérique. Et par rapport à l'espace des pratiques libres, moi je pense que c'est un espace qui est en développement, dans le sens que quand on était dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, on avait un espace qui était surtout visité dans ces projets spécifiques par les citoyens du quartier, parce que c'est sûr que une personne qui habite, je ne sais pas, à Longueuil ou à l'ouest de l'île va pas venir à la puce pour se connecter, pour avoir accès à un ordinateur. Donc, l'espace des pratiques libres, c'est, je dirais, un espace à conquérir ici au plateau Mont-Royal, parce qu'on est nouveau dans les quartiers. Donc, on invite les organismes communautaires du quartier à nous appeler pour nous faire part de leurs besoins ou de contacter leur clientèle qui ont besoin d'une connexion Internet, des ordinateurs ou des tablettes ou d'un espace de pratiques libres, mais un peu dirigé si on veut, même si c'est pas une formation. La pratique libre, c'est pas une formation, mais on essaye toujours d'avoir des animateurs sur place pour accompagner puis répondre aux questions des citoyennes qui sont sur place. Donc, c'est un espace un peu qu'on veut que ce soit un espace qui avant c'était comme 1 heure par semaine ou 3 fois par semaine de telle à telle heure. Là, ce qu'on veut, c'est le rendre accessible. On a des locaux qui sont plus gros, donc ça nous a permis d'un peu aménager un espace qu'on veut que ce soit permanent. Mais on est à la recherche justement de financement pour faire en sorte qu'on aurait plus de matériel disponible pour les personnes, parce qu'on est quand même assez limité dans nos ressources des matériels. Donc des tablettes et des ordinateurs, là on attend des réponses des possibles bailleurs de fonds. J'espère qu'ils vont m'écouter, ces bailleurs de fonds-là, puis qu'ils vont dire oui, c'est pertinent parce que c'est vrai, comme je disais, on ne peut pas tout faire, on a la volonté, mais ça nous manque un peu des ressources. Mais on aimerait avoir comme une genre de tablettes, une flotte de tablettes, puis de portables, et puis des ordinateurs de bureau accessibles en permanence pour que les personnes qui sont dans les quartiers, qui n'ont pas la connexion Internet chez eux, ou les ordinateurs, ou les jeunes, ou les familles, les femmes monoparentales, les personnes qui ont besoin d'avoir accès à un ordinateur dans un endroit sécurisé, si on veut, viennent chez nous pour l'utiliser. Donc, on est en train de voir quels sont les besoins du quartier. On sait qu'en pandémie, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup, mais on essaie d'adapter cet espace-là à la réalité du quartier, puis de se faire connaître aussi des organismes communautaires du quartier, parce que c'est eux qui nous permettent d'arriver aux citoyennes, à la population qui aurait besoin de notre service. Oui, d'ailleurs, je pense que ça va faire écho beaucoup à des discussions qu'on a entendu des bribes de la part de d'autres organismes du quartier lors de certaines assemblées. C'est un défi, un enjeu auquel on n'a pas eu le temps encore de s'attaquer
de front avec la multitude des enjeux, mais je vois très bien comment appeler ça, un projet ou une réponse qui pourrait être une réponse concertée éventuellement des acteurs là, au sein d'un plan de quartier. Je pense que la table avec les partenaires dans l'année prochaine ou l'année qui va suivre, on va devoir mettre à jour notre plan de quartier, puis voir comment on travaille ça. Puis je verrais très bien cet aspect-là faire partie d'un des éléments à un plan comme ça. On arrive déjà à la fin là, de l'épisode. Avant de se laisser, je me demandais comment les personnes qui seraient intéressées à venir vous rencontrer peuvent-elles vous trouver? Alors, bien c'est simple, hein, on est situé au 46-89 avenue Papineau, donc c'est sûr que les personnes peuvent venir nous voir directement. On est au 2e étage, il y a les escaliers pour les sportifs et puis il y a l'ascenseur hein, pour les personnes à mobilité réduite notamment. Donc, et puis il y a notre réceptionniste, Yaritza, qui va pouvoir les accueillir. Ou sinon, les personnes peuvent aller regarder sur notre site internet si elles ont accès également. Nous avons un site avec les informations sur nos différents programmes où elles peuvent également nous appeler. Par contre, au niveau du numéro de téléphone... 514-259-3126. Voilà. Ou nous écrire à info@commercialpuce.qc.ca. Marie-Alide Soulma-Salas, je vous remercie d'avoir participé au podcast du Grand Plateau aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir et de discuter des enjeux reliés à la littératie. Merci à toi. Merci.